Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Salut! Dans cet épisode, j'ai envie de te présenter un concept qui me paraît intéressant à connaître lors des débats actuels sur l'intelligence artificielle, au pif, ou toute autre technologie d'ailleurs. Je sais pas toi, mais j'en peux plus d'entendre toujours les mêmes arguments remâchés pour défendre ce truc et ses conséquences. Des arguments pas originaux, souvent débunkés par le passé, mais qui ont la vie dure. J'ai donc envie de prendre le temps de faire un peu le point sur une théorie économique un peu optimiste, un mot gentil pour ne pas dire un peu fumeuse, qui se balade depuis assez longtemps finalement. Et ensuite, je te parlerai d'un concept super intéressant qui pourrait être une piste d'explication sérieuse pour tout ce qui se passe en ce moment, la médiocratie. Alors commençons par un petit préambule inspiré de faits réels qui va nous permettre de poser le cadre de la réflexion du jour. Le premier truc que j'en peux plus d'entendre, c'est que il faut accepter l'IA, c'est pas si grave non plus, et puis, de toute façon, il y aura toujours des créatifs, donc pas besoin de s'inquiéter. Alors admettons, mais exactement, comment on est censé bouffer pendant qu'on crée ? Il y aura plus de créatifs, ou en tout cas de créatifs actifs, ou en tout cas plus assez, parce qu'il faudra se concentrer sur la survie au lieu de créer. Que la création, entendons-nous bien, n'est déjà vraiment pas suffisamment valorisée actuellement, mais ça va pas aller en s'arrangeant, vu que plus ça va, plus le maigre budget jadis accordé à la création est accumulé par les plus riches au lieu de servir à quelque chose. J'ai même déjà lu cette phrase quelque part, l'intelligence artificielle permet aux riches d'accéder à la création sans permettre aux créateurs d'accéder à la richesse. C'est quand même déjà pas simple actuellement de créer et bosser en même temps. Soit qu'on crée pendant son temps libre avec un boulot alimentaire ou en tout cas sans rapport à côté, qu'on soit rémunéré ou pas pour sa création. Soit qu'on fasse de sa vocation artistique ou créative son métier, ce qui n'est pas une sinécure non plus. Sans parler du fait qu'il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde et que ça n'a d'ailleurs aucun sens humainement de continuer à forcer tout le monde à bosser autant d'heures par semaine et à dépendre exclusivement de ce boulot pour survivre, on va y revenir tout à l'heure. Si en plus de ça, il faut sans arrêt rechercher un nouveau boulot parce que le tien a été supprimé ou complètement vidé de sa substance et de sa valorisation économique par de l'automatisation faite avec le cul, au pif, la traduction pour parler de ce que je connais, et qu'il faut en plus constamment se former à de nouveaux métiers, de nouveaux outils, voire inventer carrément de nouveaux métiers pour être aux avant-postes. Sans parler du coût en termes de santé mentale, stress, anxiété, burn-out, un problème très largement partagé. Sans parler de toutes les responsabilités qu'on a à côté, parce que tout ce qu'on vient de dire, ça va bien 5 minutes quand on a 20 ans et toutes ses dents, à la rigueur. Mais tu te vois apprendre un nouveau job tous les 2 ans à 40 ans et plus, alors qu'en parallèle il faut s'occuper de sa famille, payer le loyer, tenir d'autres engagements en tout genre. Tu vas me faire croire que la création ou même la créativité vont pas se prendre un sacré coup dans l'aile. Parce que quand on perd systématiquement son boulot, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou toute autre soi-disant révolution technologique, on n'a pas le temps de créer assez, de créer dans de bonnes conditions. Et l'humanité serait pas allée bien loin sans la créativité. Donc c'est vraiment pas anodin cette question. C'est là, après ce préambule interminable, que tombe l'argument massu des pros de l'IA et celui qui nous intéresse aujourd'hui. Il y aura toujours de nouveaux métiers. Mais oui, c'est bien connu. Quand des métiers disparaissent, il y a toujours des boulots qui sont recréés, donc vraiment pas de quoi s'inquiéter. Un argument qui déjà manque cruellement d'empathie évidemment, parce que c'est un peu facile de faire la leçon, sortir des grandes théories économiques quand on n'est pas soi-même touché, mais un argument qui manque aussi de connaissances historiques. Parce que ce discours de « mais il y aura toujours des boulots qui seront recréés », c'est un argument vieux comme la révolution industrielle finalement. C'est le même argument qu'on sortait déjà, par exemple, quand on fermait les usines dans le nord de la France, et il porte un nom, c'est la théorie du déversement. Les emplois supprimés seront compensés par la création d'autres marchés. Alors c'est vrai que sur le papier, c'est pas mal. Mais ça marche pas trop quand même. C'était déjà pas totalement vrai quand la théorie est sortie, et ça l'est encore moins aujourd'hui. Parce que si c'était vrai, on n'aurait déjà pas le taux de chômage qu'on connaît, et s'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour recréer des boulots, tu crois pas qu'on l'aurait trouvé depuis le temps ?
Alors certes, des boulots sont recréés, bien sûr, il n'est pas question de le nier, mais on n'est pas dans le jeu vidéo Anno où tu peux allègrement déplacer ta population d'une usine à l'autre en fonction de ce que tu crées ou de ce que tu détruis. Tu peux pas déplacer le poissonnier dans une fabrique de savon comme ça d'un clic. Dans la vraie vie véritable, avant de pouvoir occuper un poste, il faut savoir qu'il existe déjà, ou le créer, c'est la base, il faut se former. Une formation, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Il faut passer par la case recherche d'emploi. Il faut avoir un poste à côté de chez soi. Oui, parce que si tu fermes un haut fourneau en Lorraine et que tu ouvres un bar à vin à Toulouse, c'est pas forcément l'ouvrier du haut fourneau qui va aller bosser dans le bar à vin. Transfert d'emploi ne veut pas automatiquement dire transfert de personne. L'autre argument qu'on peut opposer à cette idée, c'est que même pour les emplois qui sont effectivement créés, la qualité des emplois n'est pas forcément égale. C'est-à-dire que dans le tertiaire, donc le secteur où les nouveaux emplois sont en majorité créés, on va avoir de plus en plus d'emplois soit précaires, actuellement on a par exemple beaucoup de freelance sans la protection du droit du travail, des emplois mal rémunérés, ça on va y revenir dans la deuxième partie. Là encore on va nous répondre que l'IA n'a pas inventé le problème, et c'est vrai, mais j'ai deux choses à répondre à cet argument. C'est vrai, c'était déjà pas triste avant, mais on peut pas changer le passé. On peut juste en tirer les leçons. Donc justement, tirons-en les leçons avant de foncer tête baissée sur un nouveau joujou. Sinon, dans 20 ans, on aura encore la même discussion pour encore une nouvelle révolution technologique. Et deuxième argument, et c'est ce qu'on disait déjà dans le double épisode, mais là encore, l'IA vient accélérer et amplifier le problème existant. Par exemple, la course à la formation pour se reconvertir va de plus en plus vite, c'est tellement frénétique que c'est plus possible de suivre. L'autre facette de la théorie du déversement, c'est que si ce transfert d'emploi est possible, c'est aussi en raison de la hausse du niveau de vie et du pouvoir d'achat permis par le progrès technique. Petit cours de rattrapage de SES. Ça veut dire qu'avec le progrès technique, on peut produire plus pour moins cher. Donc on a une hausse de la demande et une baisse des coûts. Et on a besoin de moins de personnes pour produire les biens de première nécessité, notamment les denrées agricoles, parce que c'est dans le secteur agricole que le nombre d'emplois a baissé le plus, donc la main-d'œuvre peut se transférer vers la production de nouveaux biens et services. À l'école, on apprenait ça comme le passage d'une économie du secteur primaire au secteur secondaire, puis au secteur tertiaire, et que là on vit plutôt dans une économie tertiaire, donc une économie de services, en tout cas pour les pays industrialisés. Voilà pour le petit cours de SES. Alors, les adeptes de cette théorie vivent peut-être sur la charmante planète d'en théorie, où la croissance est infinie et sans conséquence. Mais nous, on vit sur Terre, donc voilà encore un coin où ça cloche, cette histoire. Cette théorie du déversement ne marche que si on est dans une économie infinie, où on va sans cesse produire plus, créer de nouveaux besoins. Parce que pour cette théorie fonctionne, il faut qu'à chaque fois qu'un emploi est détruit, on en crée un autre, absolument. Sinon, c'est le chômage, avec tous les problèmes que ça pose derrière. À chaque fois qu'un besoin est satisfait et qu'il reste du pouvoir d'achat, il faut le dépenser. Alors entendre ce genre d'argument en 2025 alors qu'on est complètement encastré dans le mur de la production à outrance et de l'effondrement économique, du réchauffement climatique, c'est dur de garder son calme, je vous le dis. Et ça, c'est sans parler de la stagnation des salaires. Pour que cette théorie marche, il faut que le pouvoir d'achat augmente régulièrement, donc que les revenus augmentent plus vite que les loyers, les dépenses de première nécessité, genre l'électricité ou la nourriture. Ce qui n'est pas trop le cas en ce moment. Donc oui, dans la pratique, ça marche de moins en moins bien, et pour plein de raisons. Par contre, la théorie du déversement continue de proliférer parce qu'elle permet aux personnes non concernées et aux décideurs libéraux, aux adeptes des technologies qui ne veulent pas aller voir plus loin, de dormir sur leurs deux oreilles sans réfléchir aux conséquences de ces transitions économiques et technologiques. À continuer de s'auto-convaincre que le libéralisme est un bien beau système qui fonctionne quand même vachement super bien tout seul, sans qu'on s'en occupe, youpi. Cette théorie, elle va aussi alimenter un certain fatalisme. C'est comme ça parce que ça pourrait pas être autrement, donc autant s'y faire, et puis bon, si c'était pas comme ça serait pire, et arrête avec ton idéalisme, il faut aussi que tu penses à ton avenir. Rien que dans cette phrase tirée de faits réels, il y a au moins 2 voire 3 sujets d'épisodes en plus. Bref. Alors quand même, précisons une chose pour finir. Critiquer la technologie, oui, on peut, mais s'arrêter là, non. C'est pas de la technophobie primaire. La technologie, c'est juste le joli papier cadeau. Il faut aussi repenser tout le système politique, économique et surtout notre rapport collectif au travail, parce que ça devient de plus en plus invivable de continuer à faire comme avant. Finalement, comme dans beaucoup d'épisodes, on en revient à la même conclusion. C'est quand qu'on arrête cette course folle de toujours plus de production, tout ça.
Quand est-ce qu'on arrête de dépendre de ces emplois mal rémunérés, fragmentés, de plus en plus inutiles pour notre survie ? Quand est-ce qu'on arrête de se reposer uniquement sur des théories économiques obsolètes et lacunaires pour penser notre avenir ? Pour quelques pistes de solutions, je te renvoie à l'épisode 12 si c'est pas encore écouté. Alors j'aurais pu m'arrêter là, mais au-delà de tout ce qu'on vient de dire, en réfléchissant à cette théorie du déversement et comment l'aborder ici, j'en suis arrivée à la conclusion suivante. En fait, si on doit changer de job tous les 2-3 ans, et je suis peut-être optimiste, j'en sais rien, c'est impossible de viser l'excellence. Tu peux au mieux enchaîner les boulots de façon médiocre, et c'est peut-être le but. C'est là que j'ai envie de te parler d'un entretien passionnant que j'ai entendu sur le podcast Élucide sur la médiocratie. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui est présenté par le philosophe Alain Deneau, en tout cas dans le podcast que j'ai cité, il est sûrement pas le seul à l'avoir étudié. Un sujet tellement intéressant qu'il méritera sans doute d'être approfondi dans un épisode complémentaire, mais aujourd'hui, quelques bases. Avant, la médiocrité, c'était mal vu. Le mot reste d'ailleurs connoté assez négativement. Si je te dis que t'es médiocre, tu risques de mal le prendre, et je te comprendrai. Mais selon cette théorie de la médiocratie, donc le règne de la médiocrité, maintenant la médiocrité c'est désiré, c'est le carburant du système, c'est l'ingrédient magique pour réussir. Alors comment on en arrive là ? On va tout de suite préciser que le philosophe définit la médiocrité comme ce qui est moyen et pas ce qui est mauvais. Et la nuance a son importance. On va l'expliquer concrètement. La différence, elle est dans l'état d'esprit qu'on a. Est-ce qu'on se contente de faire, entre guillemets, comme tout le monde, sans trop se poser de questions, d'être moyenne au sens de la moyenne des gens ? Est-ce qu'on se contente de, au pif, répéter une idée mal comprise, vaguement entendue à la télé pour avoir le dernier mot dans un débat sans écouter la personne en face qui a des arguments contre ? Oui, j'ai vécu ça pour la théorie du déversement. Ça, c'est moyen, c'est médiocre. Ou est-ce qu'on va essayer dans un domaine donné d'apprendre, de s'élever, de réfléchir, de progresser ? Est-ce que quand on entend une idée, pour reprendre le même exemple, on essaye de comprendre ce qui se passe, approfondir un peu ? Surtout si on n'a pas l'air de tout comprendre du premier coup, lire ce qui a déjà été dit sur le sujet avant de se faire un avis, quel qu'il soit. Dans ce deuxième état d'esprit, on n'est pas médiocre. Mais c'est fatal, quand on commence quelque chose de nouveau, on risque fort de merder, c'est toute la courbe d'apprentissage. Donc on risque d'être mauvaise, du moins temporairement. Mauvaise, mais pas médiocre, parce qu'on est dans une démarche de progression. Donc voilà, c'est ça l'idée à retenir, l'intention, la démarche, c'est ça qui permet de faire la différence. Ou l'absence d'intention et de démarche dans le cas de la médiocrité. Et comme je sais que ce que je vais dire risque de piquer un peu, moi la première ça m'a fait beaucoup réfléchir, j'ai envie d'ouvrir le bal par une proposition. Et si on me disait que la médiocrité, c'est pas quelque chose qu'on est, mais quelque chose qu'on fait ? Je pense qu'on peut toutes et tous se choper à être médiocre à un point ou un autre, parfois à l'insu de son plein gré, parce qu'on va le voir, c'est le système entier qui l'encourage. Et donc se dire « du coup je suis quelqu'un de médiocre », c'est vraiment pas constructif. Par contre, si c'est quelque chose qu'on fait, je trouve que c'est plus simple de se décider de commencer à faire autre chose. Donc je pose ça là, et revenons à nos moutons de Panurge. Alors pourquoi c'est valoriser la médiocrité ? Le système actuel a besoin d'interchangeabilité, et c'est plus facile d'interchanger des gens qui sont dans la moyenne. Donc, on va chercher à lisser les traits distinctifs, promouvoir le conformisme. Dans une médiocratie, la médiocrité est confortable, ça veut dire qu'elle est récompensée. En tout cas, à première vue. Moi, j'aurais tendance à voir que le prix caché à payer est finalement assez élevé, mais on s'en rend pas toujours compte. Ne pas être médiocre, chercher à se dépasser, se battre pour des idéaux, ou tout simplement s'intéresser à autre chose que ce qui rentre dans la moyenne, c'est ne plus rentrer dans le moule. Cette médiocratie, elle commence même depuis l'école. Je crois que j'ai toujours eu ce souvenir de moquerie si tu ne faisais pas comme tout le monde, si tu aimais un peu trop telle ou telle matière, si tu t'intéressais pas au même truc que les autres, c'est la honte, etc. Tout ça, ça pousse au conformisme, ou à la dissimulation. En effet, pour échapper à la médiocrité, donc pour être différente de quelque manière que ce soit, il faut d'abord vaincre la peur du ridicule et du jugement des autres. Et c'est jamais simple, surtout à l'adolescence, de faire acte de résistance. Au boulot non plus, il faut pas trop se poser de questions. Fais ce qu'on te demande sans te poser de questions, sans chercher à savoir si c'est utile. On y revient juste après. Le philosophe explique aussi comment ça passe par la langue. C'est le règne de la langue de bois, bien sûr, mais on crée aussi une confusion générale dans la langue. Par exemple, des mots comme « wokisme » qui a été complètement vidé de son sens original et va criminaliser les discours progressistes, les gens qui questionnent le système, ou autre exemple, le terme « développement durable », ça marche aussi avec « croissance verte »,
qui est créé pour couper court à la critique écologique qui critiquait le développement ou la croissance. Avec des expressions comme développement durable, l'objet de la critique devient le sujet de l'action. Quand on parle de développement durable, on n'est plus en train de critiquer le développement. Là, tu t'attends peut-être à ce que j'enchaîne sur Orwell et la novlangue, mais en fait, je suis en train de finir d'écrire un épisode complet dessus, donc affaire à suivre. De toutes ces façons, et peut-être bien d'autres, la médiocratie entraîne aussi la dépolitisation. Toujours cette idée de ne pas trop se poser de questions. Ça se traduit par une valorisation des gens qui se présentent comme modérés, prétendant être neutres. Et on l'a déjà expliqué, être neutre fondamentalement, c'est être en faveur du statu quo. Le podcast Voix philosophique cite 3 formes de médiocrité. La médiocrité intellectuelle, avec un nivellement par le bas, oui parce que si tu ne fais rien pour augmenter activement la moyenne, elle baisse. La médiocrité émotionnelle, peu à peu notre monde intérieur va s'appauvrir et on va avoir besoin d'une stimulation externe constante, faute de trouver en soi-même de quoi se nourrir. J'avoue que cette partie m'a motivée direct à réduire considérablement ma consommation de réseaux sociaux et autres sources de stimulation, je te le cache pas. Et on a la médiocrité morale, un manque d'autonomie et d'indépendance dans les choix éthiques et moraux, ce qui fait qu'on va suivre les normes de la société sans jamais les remettre en question, c'est donc aussi un manque de courage. Et je vais finir ce petit exposé sur la médiocratie, et je te conseille d'écouter tout l'entretien pour en savoir plus, en parlant d'avenir, ou plutôt comment elle va nous le confisquer. Comme on n'arrive pas actuellement à penser l'avenir qui se profile, notamment à cause du changement climatique qui n'est pas suivi d'une réponse politique, et que les États ne bougent pas, ça crée un malaise, de l'anxiété, donc on tombe dans des substituts, notamment plein d'addictions et de formes de surconsommation. On va tomber dans des boucs émissaires pour dépenser toute cette énergie, cette anxiété, mais ce ne sont que des distractions temporaires parce que ça ne marche pas. La solution qui est proposée, c'est d'apprendre à se passer des objets qui nous dominent, refaire preuve d'inventivité, de créativité, ce qui est plus exigeant et gratifiant, même quand on est mauvaise. On peut aussi s'appuyer sur les littératures de l'imaginaire pour explorer le champ des possibles, et ça aussi ça fera un très bon sujet d'épisode bientôt. Pour revenir à notre idée du début, l'autre alternative à la théorie du déversement, pour répondre à toutes ces destructions d'emplois, parce qu'il faut quand même bien faire quelque chose, non ? Ce serait de travailler beaucoup moins collectivement. C'est là que j'ai envie de te parler d'un livre d'un de mes auteurs préférés de non-fiction, Bullshit Jobs, de David Graeber. Dans ce livre, l'anthropologue se penche sur le phénomène des bullshit jobs, les jobs à la con dans la traduction française, et les définit comme suit. Je cite. Un job à la con est une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflu ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu'il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu'il n'en est rien. Fin de citation. Parmi les phénomènes cités, la multiplication des intermédiaires, des couches de direction, N+1, N+2, N+3, nanana, des managers en tout genre, et l'explosion du capitalisme financier. Les banques, les assurances, l'immobilier. D'ailleurs, dans l'entretien sur la médiocratie, Alain Deneau cite aussi parmi les effets de la médiocratie le fait de remplacer les métiers par des fonctions. Plutôt qu'un savoir-faire global, on va saucissonner ton métier en une succession de petites tâches qu'on peut répartir et évaluer et manager plus facilement. Et il cite aussi explicitement le monde des managers, ce qui fait qu'on n'exerce plus vraiment un métier, mais on gère, on administre, sans trop se poser de questions. On voit vite venir les ponts entre ces deux idées. Et d'après les données et sondages que Graeber a pu réunir, il estime qu'en supprimant à la fois les jobs à la con purs et simples, et la part des jobs utiles qu'ils sont bullshitisés par des tâches à la con. Par exemple, si ton boulot est d'enseigner une matière ou de réparer des téléphones, mais que tu passes en fait une partie considérable et croissante de ton temps à remplir des tableurs Excel, justifier de ton temps ou expliquer pourquoi tu n'as pas encore fait telle tâche, bah oui, t'étais en train de remplir des tableurs Excel et de faire des réunions pour expliquer comment t'avais rempli tes tableurs Excel. Bref, si on supprimait tout ça, d'après l'auteur, on pourrait bosser collectivement une 15aine d'heures seulement par semaine, sans que ça fasse une grande différence, en termes de qualité de vie ou de production en général. Ce qui, incidemment, correspond aux prédictions faites par des économistes des années 30, comme Keynes, qui pensaient qu'à notre époque, vu les progrès techniques, on ne bosserait plus qu'une 15aine d'heures par semaine. Il estime aussi que c'est un phénomène qui explose depuis les années 1970.
Certes, on pourra toujours trouver des exemples de jobs de ce type à travers les âges, Graeber fait par exemple beaucoup de comparaisons avec le système féodal, mais jamais dans une telle ampleur qu'aujourd'hui. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce bouquin, mais pour l'instant je trouve qu'il est intéressant à l'intersection de ces deux idées, la théorie du déversement et la médiocratie. Déjà, à force de continuer d'insister pour que tout le monde doive impérativement avoir un boulot qui occupe la majorité de notre temps pour survivre, et en détruisant régulièrement les boulots qui produisent quelque chose à coup de progrès technique ou de délocalisation, donc ce fameux déversement, on en arrive à créer des boulots qui ne servent à rien pour occuper un maximum de gens. En multipliant ces boulots qui ne servent à rien mais prennent un temps fou aux personnes qui les occupent, forcément, ça laisse beaucoup moins de temps et d'énergie pour faire des choses vraiment intéressantes et donc sortir de la médiocrité ambiante. En lisant les exemples cités dans le livre, je n'arrêtais pas de me dire que ces bullshit jobs, c'était finalement un système d'industrialisation de la médiocrité. Ces bullshit jobs ne sont pas neutres, ils sont aussi pour beaucoup source de stress, de mal-être au travail, de perte de confiance en soi, même si ce n'est pas à mettre sur un même niveau que les boulots difficiles, utiles mais très mal valorisés, on est bien d'accord. Et c'est normal, parce que contrairement à ce que certains prétendent, le travail n'est pas censé servir uniquement à toucher un salaire. L'humain est fait pour s'élever, progresser, peu importe comment, il y a plein de façons de le faire. La quête de sens, l'agentivité sont très importantes psychologiquement. Stagner, rester médiocre de force, parce qu'on est coincé dans un boulot comme ça alors qu'on aimerait faire autre chose de sa vie, avoir le sentiment qu'on n'a aucune prise sur sa vie, c'est bon pour personne. Et le dernier problème, c'est que refuser la médiocrité, ça a un coût. Comme la médiocrité est valorisée, tout est fait pour que ce soit facile. Et à l'inverse, la société va marginaliser ceux qui veulent se distinguer. Là encore, ça peut être de plein de façons différentes. Pour maintenir cette médiocratie. Et il n'y a pas besoin de contrainte qu'on te foute un pistolet sur la tempe. C'est beaucoup plus insidieux. Prenons un exemple avec l'IA. Et non, c'est pas une attaque gratuite. L'IA, c'est moyen par essence, vu que ça prend la moyenne de ce qui existe. L'IA ne peut pas viser l'excellence et c'est sans doute pas son but. Par contre, refuser l'IA, qui est médiocre par nature, parce qu'on aspire à faire mieux, ça a aussi un coût. On l'a déjà vu dans les épisodes sur le sujet. Et donc refuser l'IA, déjà, c'est usant. C'est un flot constant d'incitation à le faire, de messages super positifs ou même tièdes de modérés qui essayent de trouver un juste milieu hors sol. C'est des pop-up partout au moindre outil que tu utilises, sans parler des fois où t'as pas le choix, genre les chatbots censés t'aider mais pathétiquement inefficaces. C'est cet effort constant malgré tout à détecter les trucs générés par IA pour nettoyer son espace visuel, ou alors choisir carrément l'isolement social en quittant tous ces outils, ce qui n'est pas neutre non plus en termes de coût personnel, même si c'est un choix qui se défend. Et c'est pareil pour les bullshit jobs. Graeber s'interroge sur les nombreuses raisons qui font que ce phénomène s'amplifie sans que ça n'émeuve grand monde, mais sans aller juger les individus. Refuser tout bullshit job, c'est s'exposer au manque, au chômage, on peut avoir des crédits à rembourser, etc. Tout ça m'a beaucoup fait réfléchir à mon ressenti en tant que traductrice. Il y a quelques années, j'avais mis le doigt dans la spirale des agences de traduction. Et j'étais finalement devenue médiocre par la force des choses. Et même si, en temps normal, je suis très bonne dans mon boulot, ça n'empêche pas. Le mode de fonctionnement était ainsi fait que de toute façon, faire de la qualité, c'était pas possible. On n'avait pas le temps et on n'était pas payé pour en vrai. Mais prise dans le jus, j'ai mis un moment, et un burn-out, à m'en rendre compte et à réussir à prendre le recul nécessaire. Le pire, c'est qu'à force de faire du médiocre, j'avais complètement perdu confiance en ma capacité à faire mieux. Et en lisant ce bouquin, je me rends compte que j'étais loin d'être la seule. Et faire acte de résistance, refuser ça une fois que j'en avais pris conscience, ça a signifié perdre une grosse source de revenus que je n'ai jamais vraiment réussi à combler. Dès qu'on essaye de faire un truc un peu différent, donc par définition sortir de la moyenne, je pense notamment en freelance, tout de suite on va nous conseiller de simplifier, sinon les gens vont pas comprendre ce que tu fais. Cultiver la médiocratie implique aussi de prendre les gens pour des cons, sans jamais leur donner la chance de nous donner tort. Alors après, la bonne nouvelle, c'est que la société, c'est la moyenne des gens, donc on peut la faire monter, cette moyenne. Et toujours pareil, c'est plus agréable et nourrissant de le faire en groupe. Alors pour conclure, je voudrais finir en rappelant une chose aux personnes qui adorent balancer ce genre d'arguments comme la théorie du déversement, tout cuit dans le bec sans réfléchir. On a le droit d'avoir des opinions conservatrices et tout, c'est pas le sujet. Par contre, faut accepter que tout le monde ne sera pas d'accord et qu'il y a des arguments contre vos idées et que non, les gens de gauche n'inventent pas des trucs pour se faire plaisir et entretenir leurs fantasmes. Par contre,
Sortir des arguments bidons tout moisis à une personne qui est en train de vivre un truc difficile et refuser de reconnaître les souffrances et les difficultés. Tout rationaliser sans admettre qu'on n'a peut-être pas toutes les informations. Chier sur le boulot des autres. C'est pas être de droite, c'est être au degré zéro de l'empathie, c'est être hors sol et condescendant, vraiment pas gentil, pour pas dire quelque chose de plus vulgaire. C'est pas un problème d'opinion politique. Plus sérieusement, pour approfondir l'angle historique du mythe du progrès technique, et y compris la théorie du déversement, mais pas que, je te conseille chaudement les conférences de l'historien François Jarige. Et sinon, cette théorie du déversement, c'est l'arbre qui cache la forêt des arguments merdiques recyclés. Parce que dès qu'on se renseigne un peu sur la période de la révolution industrielle, on remarque plein de points communs avec ce qu'on vit aujourd'hui, et ce sera le sujet du prochain épisode. En attendant, à la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode 2 conférences de François Jarige sur YouTube. Beaucoup de gens étaient opposés au progrès et tout détruire au nom du progrès, la réalité derrière le mythe. L'entretien Les médiocres ont pris le pouvoir et conduisent le monde à sa perte d'Alain Deneau sur la chaîne Élucide. Pourquoi la société moderne vous pousse à être médiocre du podcast Voix philosophique et le livre Bullshit Jobs de David Graeber. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!